Tu fais quoi? Bonjour, voyageurs. Tu sais qu'on doit tourner là. Bienvenue dans la station spatiale de Xarxaroth. C'est même pas un nom que t'as inventé en plus, tu l'as piqué à... Non, la. Bon, et allume la lumière et lance ta caméra. Oh, bon, d'accord. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour. Bienvenue sur Ta gueule on joue. J'ai entendu le bruit d'une chaise qui s'est démontée quand... Oh, ah, c'est là, ok. Impeccable. La magie du cinéma. Oui, arrête ton cinéma d'ailleurs. Ah, j'arrête mon cinéma. Bonjour, comment ça va? Okay. Ça va, Lux? C'est vrai qu'on se demande... On demande, ça va les gens? Ça va? Oui, j'espère que ça va. Oui. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas costume, on va parler d'un petit jeu. Un petit jeu. On commence à les connaître, tes petits jeux, Lux. Oui, mais c'est un petit jeu qui est vraiment petit parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul petit livre. Donc, on va parler de Space Station Zero, un jeu intéressant. On va... Un jeu intéressant. Vraiment, la définition du fun, la définition de qualité. Alors, il est comment votre jeu? Intéressant. Voilà. Alors, en vrai, c'est un jeu qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que c'est un dungeon crawler. Bah mais tiens, ah bah voilà. mais Et bah voilà. Il fallait que ça nous arrive. l'espace. Est-ce que c'est toujours un dungeon crawler? Est-ce que les donjons vont dans l'espace? Et est-ce que tu crawles? Est-ce que tu fais du crawl dans l'espace? Hein? Voilà, bref, bon, allez. Oui, allez. Hein. Donc, de quoi c'est disponible sur... Internet. Oui, voilà. Le lien dans la description. Internet. C'est pas du tout sponsorisé, hein, évidemment. Absolument pas, les mecs, ça Doutez. probablement même pas qu'on existe. Alors, c'est écrit par Vince Venturella et Uncle Atom, donc les deux youtubeurs anglo-saxons, si vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, allez voir leur chaîne, c'est quand même pas mal, il y a des trucs intéressants. On va un peu parler du RP. Qu'est-ce que c'est que le RP déjà, hein? Parce qu'on a des gens qui sont patients. Le RP, c'est l'initiation. C'est les initiales, c'est l'abréviation par initiale de role play, le terme anglais pour parler du jeu de rôle, enfin du jeu de rôle, mais on joue comme le personnage, le théâtre, on interprète des sensations, voilà, c'est le RP. Quand on dit à quelqu'un qu'on fait un truc RP, c'est que on va se mettre dans la situation, on va se mettre dans la peau de personnage. Bon voilà, je ne suis plus Bentek, tu n'es plus Vunx, mais je suis Ataxor et tu es Pronasus et Ataxor et Pronasus, voilà. Et les Ataxor et Pronasus. Allez, Je veux absolument une série sur la série Ataxor et Pronasus. Oh la vache. Mais c'est une sitcom en fait, une sitcom avec des aliens débiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, toi, quand tu joues aux figurines, t'es rarement dans la peau directe que des figurines. Tu es une espèce, comme tu disais, une espèce d'intelligence générale qui fait activer les figurines, mais t'as pas ce côté mise en situation vraiment interne. Tout à fait. En fait, tu vas arrêter de voir le jeu comme un problème à résoudre, et plus comme une situation à interpréter. Tu vas jouer pour l'histoire. Ouais. Alors, en parlant d'histoire, mais de quoi s'agit-il? Bah allez, en fait, hein. On est en l'an 3547 au pif. L'humanité est morte. L'humanité est dans l'espace, on a rencontré plein d'aliens, tout ça, voilà. Donc la civilisation intergalactique, tout ça, nickel. Donc vous êtes le capitaine d'un petit vaisseau. Donc ça peut être n'importe quel type de vaisseau. Vous transportez des astéroïdes pleins de nickel ou de chrome d'une station spatiale à une autre. Vous avez été envoyé par le grand consortium pour faire la guerre sur Nebula 36. Vous êtes un pirate de l'espace avec un cache-œil et puis un espèce de bateau qui ressemble à un bateau de la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'espace avec du vent
Captain Pronasus. Et voilà. Captain Pronasus. Il revient. Pronasus. Le capitaine de l'enfer. Donc voilà, vous avez plein de types de vaisseaux différents. Et le problème de l'espace, c'est que c'est grand. Ah, oui. Oui. Et les ressources et les gens sont souvent à des endroits et devraient être à d'autres endroits. C'est La logistique. la logistique. Bref, vous vous déplacez dans l'espace et vous vous dites, hé, si on allait plus vite. Oui. C'est quand même pas mal ça. Donc vous activez alors l'hyperdrive, l'hyperespace, la vitesse warp, tout ce que vous voulez. Normalement, tout se passe bien. C'est-à-dire, ça a été, le contrôle technique a été fait, la vidange a été fait. Tout va bien. Sauf que, je sais pas, peut-être le stagiaire a mal branché un truc. Le scénario le voulait en fait. C'est-à-dire que... Non, ça c'est pas RP. C'est le hasard. C'est vrai. C'est le hasard. C'est pas le MJ qui a décidé, c'est totalement le hasard. Il y a un truc qui merde. Il y a un court-circuit, il y a une perturbation de l'espace-temps, tout ça. Et vous êtes aspiré par une espèce de trou noir, il se passe un truc, vous disparaissez. Voilà, splooch. Quand votre vaisseau ressort de l'hyperespace, vous êtes devant une gigantesque station spatiale. Un truc, mais alors démesuré, quoi. On n'est pas sur la station Mir, on est d'accord. C'est pas Thomas Pesquet, il peut aller se recoucher, quoi. C'est drôle parce que la station Mir, il y a un bout de temps qu'il y est plus. D'ailleurs. Ah mais c'est pour ça qu'il allait se recoucher. Probablement. Il a fait, bon, je vais aller à Mir cette fois. Ah bah non, il y est plus. Je vais faire la sieste. Et il y a que ça dans des dizaines d'années-lumière. Il y a une baie d'atterrissage, là, c'est ouvert. Donc vous vous posez, voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes loin d'être les premiers à vous retrouver dans cette situation. Surprise, l'endroit est déjà plus ou moins habité. C'est une espèce de port spatial en fait, qui est dans cette baie spatiale. Le problème, c'est que plus ou moins personne n'a la moindre idée de ce qu'il fout là. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est là, on ne sait pas comment s'en aller, ni ce qu'on fout là, ni jusqu'à quand on va pouvoir rester. Ouais. Puis qu'est-ce que c'est que cette putain de base spatiale ? On n'a aucune idée de rien du tout. Alors, il y il y a plein de races différentes, des races que vous n'avez jamais rencontrées, peut-être bien des époques qui n'en sait rien, l'espace-temps, le futur. Et par un miracle de la technologie technologique, tout le monde se comprend. Même les espèces qui normalement ne se comprennent pas entre elles. Le scénario. Ah non, c'est pas RP. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est la technologie de la base spatiale. Donc vous prenez vos marques un petit peu dans cet espace, et puis vous commencez à vous dire, quand même, j'aimerais bien un jour partir d'ici. Rentrer chez moi. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal ça. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir s'aventurer dans les profondeurs de cette station spatiale quasi inexplorée pour un peu essayer de découvrir ce que vous faites là et comment on peut se barrer. Découvrir ses secrets. C'est ça. Inimaginable et caché au trésor de l'enfer. De l'enfer du futur. Pronasus, c'est attaque sonore. pour le meilleur et pour le pire. Il y a des noms, des fois, tu fais... mais c'est venu tellement naturellement, tu vois. Allez, Pronasus, c'est attaque sonore. J'ai mis... Alors, tu sais, dans le passé, tu mets des G et des K pour faire médiéval, là, tu mets des X et des E pour faire futuriste. Non mais c'est ça, tu vois, t'avais Gardakan et... Gardakan et... comment il s'appelle ? Mordak. Voilà, c'est le Pronasus, c'est attaque sonore. Et ça fait futuriste, monsieur. Bah oui, parce que c'est des noms de l'espace. Et donc vous allez réunir votre équipage et vous allez partir en exploration de la station spatiale, mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. Évidemment. Voilà. C'est une station spatiale extraterrestre que vous ne connaissez pas. Il risque potentiellement d'y avoir 2-3 petits soucis. Voilà. 2-3 trucs. Parce que personne n'a de plan en fait. Oui, bon bah... Voilà, c'est comme ça. Les plans. Voilà pour la partie RP. Maintenant, rentrons un peu dans le noyau dur des règles. Ça se joue à combien ce jeu ? Et c'est là, voilà. Alors des particularités, il y en a partout. Voilà. Pourquoi on va s'attarder là-dessus ? Vous allez voir, parce que quand on va parler vite fait des règles, ça va durer genre 5 minutes à tout péter. C'est ça. Parce que on n'a clairement pas le jeu le plus révolutionnaire en termes de règles. Voilà. Par contre, en termes d'expérience, c'est prometteur. Voilà. Alors c'est un jeu qui se joue en solo, en coop,
en versus. Oh bah voilà des choses différentes. Voilà. Le jeu n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, sur internet. Sur internet. Alors vous pouvez le commander, il viendra avec des taxes, des frais de douane et des conneries. Donc voilà. Les Anglais. Les Américains. Ah les Américains. Oui. Ah oui. Bon, mais alors le PDF coûte $13. Bah, c'est un PDF de 125 pages quand même. Ah oui, bon, oui. Et il est bien illustré. Enfin franchement les illus sont chouettes. Ça je dois avouer. Visuellement il donne envie. Ouais. Bon, ça se joue en solo parce que en solo toi contre le jeu, en coop. Toi plus moi contre le jeu, ou en versus, toi contre moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou versus le jeu aussi. Toi contre moi, contre lui, contre tous ceux qui le veulent. Dans la gueule. Voilà, c'est ça. Et des points dans ta gueule. Voilà. Bref. Allez, Pronasus Pronasus, attaque fort. On va commencer par réunir son équipage, de manière toute simple. Il y a plusieurs paramètres pour son équipage. Le premier paramètre qui est la compétence de l'équipage. C'est-à-dire, est-ce que c'est des recrues standards sans aucune expérience, les mecs qui viennent d'être embauchés, et pas de bol, c'est tombé sur eux, dommage. Soit c'est des spécialistes, alors eux ils sont quand même un petit peu plus de bagage, voilà. Soit c'est des vétérans, et alors là effectivement on est sur des individus qui sont un petit peu plus... balèze. Voilà. Balèze. Le problème, c'est que, évidemment, si on embauche des vétérans, on en aura beaucoup moins que si on embauche que des recrues. Voilà. Donc si on embauche des recrues, on aura 8 membres d'équipage. Si on embauche des spécialistes, on n'en aura que 6, et si on embauche des vétérans, on n'en aura que 4. À cela s'ajoute le capitaine de l'équipage, qui aura le même profil, globalement, que ses congénères, sauf que son rôle de capitaine lui offre des petits bonus, on parlera un peu plus tard. C'est pas Joe Clodo, quoi. Non, une fois qu'on a choisi le niveau de compétence de ces membres d'équipage, on va choisir le type de vaisseau qu'ils occupaient. Oui, c'est quel type de Gugus est infini dans ce warp infini. Exactement. Il y a plusieurs types de vaisseaux. Soit vous êtes effectivement un soldat, un équipage militaire. Vous êtes un vaisseau militaire. Voilà. Soit vous êtes un vaisseau médical, vous êtes envoyé pour guérir le Covid. T'as la croix rouge. Voilà, c'est ça. Du futur. Le 3025. Covidax. Le Covidax. Le Covidax. Et vous vous retrouvez ici, pas de bol, mais peut-être des gens soignés, j'en sais rien, on verra bien. Peut-être vous êtes un vaisseau d'exploration. Et alors là, pour le coup, là c'est jackpot. C'est la fête, jackpot. Alors là, en termes d'exploration, vous êtes gagnants. Alors là, parfait. Vous êtes servi, Il y a combien de types de vaisseaux en tout? Il y a des vaisseaux scientifiques, vous étiez là pour étudier des trucs spatiaux, et puis là pareil, c'est jackpot, parce que là en termes d'études, vaisseaux pirates, vous étiez des salauds de l'espace. Voilà, puis Albatar le pilote. Albatar le pilote. Voilà, un vaisseau de logistique, tu vois. Toi, ton boulot, c'était de transporter des containers entre Mars et Cérès. Tu es l'Evergreen de l'espace. Exactement. Et t'as fait tu t'es mis de travers dans le canal de Suez de l'espace et t'as été aspiré comme ça. Exactement. Disparu. Donc voilà, vous choisissez entre ces différents types de vaisseaux. Ça va vous donner des petits bonus. Ça va aussi orienter le profil de votre capitaine. C'est-à-dire qu'il aura de l'équipement spécial, des compétences spéciales. Et ça va définir le type de Gugus auquel vous avez accès. C'est-à-dire qu'un vaisseau d'exploration n'est pas rempli à ras-bord de soldats. Et voilà. À l'inverse, un vaisseau militaire n'est pas rempli à ras-bord de scientifiques. Donc, selon le type de vaisseau que vous avez, vous aurez plus ou moins accès à des classes comme le soldat, des ingénieurs, des médecins, des scientifiques, enfin, ce genre de choses, évidemment. Voilà. Si je prends le vaisseau de transport, par exemple, il me dit que je ne peux pas avoir plus de 2 fois la même profession dans mon équipage. Je ne peux pas prendre plus de 2 soldats, de 2 médecins, etc. À l'inverse, un vaisseau militaire, par exemple, aura accès à beaucoup de soldats. Faut que la moitié de ton équipe, ça soit des soldats, parce que c'est un vaisseau de l'armée. Voilà. Ah oui, logique. Logique. Alors c'est un vaisseau de l'armée, mais il y a que des médecins et des vendeurs. Pardon. Quoi Donc on a la qualité de nos Gugus qui définit le nombre, on a le vaisseau qui définit en quoi ils sont doués, qui c'est qui a à bord de l'équipage et qui c'est qui a pas à bord de l'équipage. Et ensuite, du coup, on va choisir les carrières de ces personnages. Donc, effectivement, plus vous avez de Gugus, plus vous aurez de carrières à choisir, mais bon, plus ils seront tout caca. C'est ça. Il y a effectivement une dizaine de carrières disponibles. Oui, donc un peu de choix. Médecin, ingénieur, pilote, soldat. Il y a effectivement des versions améliorées, c'est-à-dire qu'on peut avoir un médecin-chef, par exemple, qui lui est plus fort, mais il ne va pas être disponible pour tous les types de vaisseaux. Oui, logique. Oui.
sans déconner, tu vois. No shit. En plus de ça, on va pouvoir ensuite équiper son équipage. Hein. Logiquement, les vaisseaux de guerre auront accès à plus d'armes que les vaisseaux scientifiques qui auront eux accès à du matériel un peu meilleur de recherche. Voilà. Après ça, on va choisir un avantage ou une particularité. C'est ça. Un petit truc qui fait petit truc en plus. Pourquoi votre équipe et pas une autre? Exactement. Alors, ça peut être des trucs très basiques, du style, tout le monde a une armure. Tout le monde se balade en armure énergétique. Ouais. C'est classique, je suis un Space Marine. Voilà, c'est une équipe de Space Marine, donc techniquement ils ont tous une armure énergétique qui est voilà. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais ça se trouve en fait, vous étiez une bande de contrebandiers et donc vous avez chouré de l'équipement avant de partir. Ah. Et du coup vous trouvez avec de l'équipement amélioré gratuit. Oui, bon bah oui, c'est comme ça. Oui, très bien. Ou alors vous avez des améliorations chimiques parce que vous droguez. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Vous droguez, monsieur Pronadus? Prenez de la drogue. La drogue. Parce que moi je ne prends aucune Atarox ne prend aucune drogue. Non, mais par contre, il de l'espace. Atarox ne prend aucune drogue. Par contre, il joue tout son argent à la machine à sous. Ça peut être un truc tout bête de style vous êtes une espèce alien avec des pouvoirs psychiques et donc votre capitaine peut faire de la télékinésie. Vous avez un esprit de ruche. Voilà. Vous êtes la reine alien avec ses petits copains. Et voilà. Parce que ça aussi, c'est tombé ici sans faire exprès. Et voilà. Hop, merde. C'est dommage, hein. Il y a plusieurs possibilités pour un peu façonner son équipage comme on veut, ce qui fait que on aura du mal à se retrouver avec un équipage similaire à celui du voisin. À côté de ça, le livre est très libre en termes de création, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre en termes de la façon dont vous jouez, que ce soit solo, coop ou versus. C'est-à-dire que si vous jouez en coop, vous pouvez très bien fabriquer un seul équipage en coop, ou faire chacun votre équipage qui travaillera plus ou moins ensemble pendant la partie. Et mettez la part belle sur, encore une fois, on parlait du RP, voilà, on va pas vous dire il faut faire comme ça votre équipage et pas autrement, c'est plus le côté faites-le de la manière qui vous semble la plus aisé à jouer pour vous raconter l'histoire la plus fun pour raconter votre histoire. Si vous êtes 5 à jouer et que vous voulez jouer chacun un perso, ça peut être cool aussi, voilà, c'est ça, côté, vous avez une équipe de 5, mais du coup vous êtes chacun un des gugus. Mais tu vois, tu peux dire aussi, bah voilà, toi tu prends un équipage de gros bourrins, tu en prends 4, et moi je prends que des petites merdes, parce qu'en fait on est un vaisseau de réfugiés. Voilà, t'as une équipe de petits scientifiques, et en fait t'as recruté les 4 gros bourrins pour te protéger. Exactement, voilà, ça peut être ça peut être rigolo. Et voilà. Après, on va avoir effectivement de l'équipement. Alors l'équipement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait il n'y en a pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est très générique, tu as une arme de corps à corps, une arme de tir, un lance-missile, un scanner pour détecter les ennemis qui sont planqués. Mais après, il reste un dernier petit point assez sympa à analyser, c'est les objectifs secondaires. C'est des objectifs qui sont, en tout cas au début quand on les choisit, purement RP. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de bonus, ils ne t'obligent pas à faire quoi que ce soit pendant la mission. C'est-à-dire que ça te donne juste 2 petites phrases de voilà, je prends l'objectif sauvetage, un membre de mon équipage a disparu, il s'est perdu dans la station. Et donc, en fait, mon but, ça va être de le retrouver. Et c'est tout. C'est-à-dire que ça ne me dit pas comment je dois faire. T'as pas de règle pour le retrouver, tu sais pas quand il va popper. Exactement. Voilà. Ça se trouve, dans la campagne, il va réapparaître. Voilà. Ou peut-être pas. Mais ça provoquera des choses quand même. Oui, c'est-à-dire que ça a un impact sur le jeu, mais ça va être peut-être dans certains scénarios spécifiques, donc sous certaines conditions. Le jeu va vous dire, si vous avez cet objectif-là, attention, il se passe ça. Voilà. Mais ça, tu ne le sais pas avant, évidemment. Voilà. Ce jeu introduit la nouvelle règle de ne lisez pas tout le livre de règles. Voilà. Parce qu'en fait, ce livre de règles comporte des trucs qui sont des surprises, un peu comme tous les dungeon crawlers, finalement, où vous avez des fois les trucs enfermés dans des petites enveloppes cachetées, les trucs où c'est sur une appli et c'est l'appli qui vous donnera des infos que vous n'avez pas encore. Et ben là, le livre de règles vous dit clairement à des endroits, ne lisez pas ce qu'il y a là tant qu'on vous a pas dit de lire ceci. Donc on se retrouve pareil avec ces petits objectifs secondaires qui sont effectivement très vagues, mais parce que il peut arriver quelque chose qui est prévu, mais vous ne savez pas que c'est prévu. Avant de passer aux règles en elles-mêmes, c'est-à-dire que le cœur de la meule, le comment je tire sur quelqu'un, est-ce que je meurs, etc. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qu'est-ce que vous foutez en fait, abonnez-vous. Le bouton abonner est là. Et si vous voulez pas vous abonner, c'est dommage. Oui, c'est con. Vraiment. Vous avez fait tout ce chemin jusque-là, vraiment.
Au péril de ça de la réussite. Ça de la réuite d'appuyer sur abonner. Vraiment, vraiment quel dommage. La déception d'Ataxor. Ataxor est déçu. Il va jouer son argent. Ling ling. Et effectivement, un petit pouce bleu, un petit partage de la vidéo, un petit commentaire, hein, ça c'est cool. Voilà. Donc effectivement, le lien du jeu est pour acheter le jeu dans la description. Dans la description, il y a aussi le lien pour acheter ce tapis. Magnifique tapis de Torek, l'atelier de Torek. Il y a un petit code de réduction avec. Oh oui. On a aussi un lien affilié Philibert qui nous aide. Voilà, en période de Noël comme ça, là c'est pas mal. Ah oui, parce que vous achetez tous des cadeaux de Noël là-bas, donc ça vous change rien, mais nous on touche des sous dessus voilà. Si vous dites que vous venez de notre part. Donc voilà, c'est gentil. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, il y a effectivement toujours le Tipeee et le Utip. Ouais. Merci. C'est bientôt Noël. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien, mais Ataxor, il a plus d'argent parce qu'il a tout joué au casino. Merci à tous pour votre soutien. Donc, les règles en elles-mêmes. C'est quand même pas la fin du monde. C'est-à-dire que si vous suivez la chaîne depuis un peu de temps, vous avez vu les autres règles, vous avez déjà vu ces règles en fait. Oui. Vous avez tout vu. Ça se joue sur un plateau, un tapis, qui fait la taille d'un tapis de Kill Team. Voilà, donc c'est pas hyper 22 grand. par 30, donc là on a délimité avec voilà. C'est censé être un intérieur de vaisseau spatial, mais vous êtes libre de faire l'intérieur comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de règles sur... Il va y avoir quelques règles de placement des décors importants. Mais le reste, c'est très libre. Donc voilà, faites-vous plaisir. Que si tu penses que tu es dans la salle de l'agriculture, du dôme agricole qui doit nourrir la station, tu peux mettre des plantes. Mais des champs, des arbres et des plantes, quoi. Voilà. Si au contraire tu es dans la salle des machines, tu vas mettre des gros trucs avec des treuils, des grues et des machins. Tu es dans un hangar, mais des vaisseaux. Oui, voilà. De toute façon, c'est une station spatiale bizarre où on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc tu peux tomber sur tout n'importe quoi dans cette station spatiale. Ça se trouve, il y a un château fort. Peut-être. Peut-être, parce qu'il y a une salle temporelle. C'est ça. T'en sais rien. J'entends ça. Ça se trouve, en fait, c'était une station spatiale réservée au cosplay de Moyen-Âge. C'est ça, voilà. Les aliens, c'est du cosplay. C'est une station spatiale de géanistes qui a été retrouvée. Et t'as des chevaliers robots, tu sais. C'est ça, c'est... Blip bloop. Oh là, sire. Oh là, chevalier, maintenant. Alors, les règles sont pas très complexes. Non, c'est vraiment pas compliqué. Chaque personnage va disposer d'un profil. Donc je vais trouver un profil, ce serait pas mal. Allez. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un profil. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oh c'était nul. Oh putain, c'est chiant. Voilà, enfin celui-là, c'est pas Hop. Donc on va avoir des profils qui vont se présenter sous cette forme, cette espèce de ligne avec des trucs marqués dedans. Voilà, donc ça c'est le profil d'un PNJ, mais ce sera le même, la même format, la même façon d'être fait pour vos personnages. Les points de vie, la caractéristique de vie, le mouvement en pouce, la capacité de combat, la capacité de réaction et l'intelligence. Voilà, vous avez 5 caractéristiques qui sont des chiffres. En plus de ça, vous avez évidemment l'équipement et puis les compétences spéciales. Voilà, Ces caractéristiques sont en fait le nombre de dés que vous allez lancer. Voilà, Mars Code Aurora, même système, vous avez une carac, c'est le nombre de dés que vous lancez. Mais quel dé on lance, dis donc ? C'est encore un truc de rôliste, encore une fois, parce que c'est des dés 12. Voilà, c'est des dés à 12 faces. Voilà. Alors vous allez en avoir besoin de... Allez, une demi-douzaine. Donc vous allez lancer le nombre de dés équivalent à la caractéristique. Donc imaginez j'ai une caractéristique de 6, voilà. Je lance 6 dés. Voilà. Et les réussites, ça va être sur les résultats pairs. Je jette 6 dés, mais voilà, sur 6 dés, j'ai donc fait 1 9, 1 7, 2 4, 1 8 et 1 12. J'ai donc fait 4 réussites, puisque on compte que les dés pairs. Jusque-là, tout va bien. Il peut y avoir des niveaux de difficulté. Voilà, alors déjà il va y avoir une complexité, c'est-à-dire que le jeu va vous dire pour réussir telle action, il vous faut tant de réussites. Ok. Je dois désactiver cette bombe nucléaire, il me faut 4 réussites. Voilà, donc je fais un jet, je fais 3 réussites, ça marche pas, je fais 5 réussites, ça a marché. Mais en plus de ça, pour les actions particulièrement difficiles, il peut y avoir un seuil de réussite, c'est-à-dire que le jeu peut vous dire, de toute façon les réussites c'est les pairs, mais si c'est en dessous de 4 par exemple, eh bien ça ne marche pas. Voilà, donc revenons sur le jet que j'avais fait, disons que mon seuil de réussite était à 4, j'ai fait 2-4, et ben ces 2-4, je les enlève et en fait je n'ai fait que 2 réussites. Voilà. Parce que c'était beaucoup trop compliqué à faire. Exactement. Voilà. On va parler rapidement des coups critiques. Quand on fait au moins 2-12 sur son jet,
ça fait une réussite critique, et dans ce cas-là, on double le nombre de succès. Yes. Voilà, donc ça c'est bien. Si on te fait un double 1, au contraire, c'est un échec critique. Et donc c'est raté automatiquement. Voilà. Sauf dans le cas très rare, on va faire 2-1 et 2-12, et dans ce cas-là, ça s'annule. Voilà. Et alors là, vraiment, c'est balèze. Donc là, on a le mécanisme global des actions, en fait, tout simplement. Comment ça se passe quand on va combattre? Eh ben, on va faire un test de combat. Je prends ma caractéristique de combat, j'ajoute les divers bonus de mes armes, etc. Voilà. Je lance mes dés, ça fait tant de réussite. En face, l'autre va faire pareil, un jet de combat pour se défendre. On soustrait les deux valeurs. Donc moi j'ai fait, admettons, 4 réussites, t'en as fait 2. Ouais. Hop, bah ça j'enlève moins 2. Voilà. T'as plus que 2 réussites. Tu prends 2 points de vie. Voilà. Et voilà, c'est fait. Si j'ai fait 4 et que t'as fait 2, c'est moi qui en ai fait 2 de plus. Et bah je me prends une baffe parce que j'avais qu'à pas venir t'emmerder. Ça t'apprendra et t'en prends 2 dans ta tronche. Et voilà. Merci, t'es servi. Donc, c'est vraiment très très simple. Voilà. Pareil en termes d'activation. Une figurine a 2 actions, voilà. Un déplacement et une action de ce qu'il veut. C'est ça. Donc c'est vraiment très classique en termes de système d'action si vous avez déjà joué à tout un tas d'autres jeux qui ne sont d'ailleurs hors Games Workshop. Donc Didier, il a mouvement 4, donc il s'active, c'est parti. Il va faire un petit mouvement pour venir ici. Il va faire ses mouvements, 4 de mouvement. Voilà. Et puis il a décidé qu'il va venir tirer sur l'ennemi. Il tire sur André. Voilà. Oh non, André! Combien il a de dés, Marcel? Eh ben il a 3 de combat et puis il a un fusil qui lui donne 3 de bonus. Et ben voilà, et ben c'est parti. En face, l'adversaire, on va dire qu'il a une armure de 4. Ok. Hein. Ça veut dire que faut que je fasse au moins 4 pour que mes réussites soient validées. C'est ça. Donc, hop! Eh bien, tu as fait 1-2 qui ne passera pas. Voilà. Et tu as fait... c'est ton seul... Ah, damned! C'était ton seul père. Voilà. Donc c'est tout nul. Voilà, mais admettons que j'ai fait ceci, par exemple. C'est... 4 c'est bon, 10 c'est bon. Et 6 c'est bon. Voilà, t'en as fait 3. Exact. Alors, imaginons que moi j'ai 4 dés voilà, pour me défendre. 4 dés, j'ai fait une. D'ailleurs, j'ai même fait un échec critique. Voilà, du coup, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Et je me prends 4 dans ma tronche. Voilà. Alors, il y a un petit truc par contre pour l'activation qui est intéressante, qui est un système d'initiative, qui est un tout petit peu pointilleux, mais vraiment rien de très spécial. Le premier tour va être toujours pour les joueurs, c'est-à-dire que l'initiative va toujours aux joueurs en premier. Donc quand on commence la partie, c'est vraiment toi qui commence, voilà, parce que... parce qu'en fait, si tu te retrouves dans un nuage de gaz empoisonné et qu'en fait le nuage te tue avant que tu puisses voilà, agir... c'est ça, c'est bien que tu aies quand même le droit d'un petit peu... Voilà, tu vas activer ta première figurine, et ensuite tu vas faire un test d'initiative pour voir si tu peux en activer une deuxième, ou si tu dois passer la main au PNJ. Ou à ton adversaire si tu joues en versus. Pour le premier test, ça va être un 6+. Si tu as réussi, tu peux activer une deuxième figurine, et ensuite tu refais un test, là ce sera 10+, etc. 12+, et ensuite, tant que tu fais des 12, tu peux continuer. Voilà. Donc c'est de plus en plus dur de continuer d'activer les gens tes gars à la suite. C'est là qu'on va avoir du coup une différence de style de jeu entre les équipages qui sont un peu plus fournis en termes de population, par rapport aux équipes qui sont un peu plus compétentes. C'est-à-dire que, effectivement, une équipe de vétérans peut facilement activer tout le monde en 2 activations, enfin en deux tests d'initiative, alors qu'un équipage de 8 personnes, ça va être un peu plus complexe. Par contre, à partir du moment où les 4 ils ont joué, après c'est c'est la complète autoroute pour les PNJ, donc des fois ça demande aussi le temps de pas tout faire d'un coup, mais c'est à toi de voir. C'est relativement finalement simple, parce qu'en fait tout le sel du jeu réside dans les scénarios. Dans les scénarios, c'est-à-dire que si on regarde la taille du bouquin au total... Donc les règles commencent page 6, et elles se terminent page 41. Voilà, c'est pas... Il y a 30... Alors ça c'est en comptant les règles de campagne, c'est-à-dire que les règles de blessure, d'expérience, etc. Okay. Si je prends les règles du jeu, elles font en elles-mêmes 5 pages. Et après, il reste 80 pages de scénario. Ils sont vraiment prévus à ce que votre exploration de la station, elle soit complexe et que vous ayez de quoi faire dedans. En fait, c'est conçu de telle manière à ce que si tu recommences la campagne avec un autre équipage... Il y a peu de chances que tu refasses exactement le même. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que le premier scénario, c'est le même pour tout le monde. C'est tu ouvres la porte de la baie d'atterrissage, là. Tout le monde arrive par le même endroit. Voilà. Donc, et ensuite, tu fais ce scénario. Il est pas très compliqué, il est conçu pour te familiariser avec les mécanismes de jeu. T'as quelques PNJ, quelques petits dangers, genre des nuages de gaz, des trucs électriques qui... Bon... Rien de très dangereux, a priori. Non, mais les gens qui vivent mal les montagnes de gaz, hein. Les montagnes de gaz. Montagnes de gaz. De gaz. Un taxor préfère les montagnes au gaz.
des montagnes. Ouais, des montagnes d'argent qu'on gagne au casino. Ah oui, ok. Mais la gaze, c'est pas un tissu. C'est un tissu que tu mets après que tu te sois drogué pour. C'est ça. Oui. Hein? C'est vrai. Donc, tu as ce scénario, et à la fin, tu vas lancer un dé pour savoir, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, il va te dire, va au scénario temps, ou va au scénario temps. Et à partir de là, la campagne va prendre des embranchements qui seront différents pour chacun, en fait. Et tu peux avoir plusieurs portes où tu vas te retrouver à choisir, à prendre une décision pendant la partie, ok, on va plutôt aller vers tel endroit parce que je peux pas aller vers la porte que je voulais prendre au début. Et du coup, tu vas enchaîner les scénarios comme ça jusqu'à découvrir les informations que tu étais venu chercher. Ou mourir. Mourir en essayant. Voilà. Pourquoi mourir? Parce que, en fait, tu ne peux pas revenir à ton vaisseau. Une fois que la porte est fermée, personne ne sera derrière pour t'ouvrir. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout ou c'est tout. Voilà. On peut pas revenir en arrière. Alors, tu peux revenir en arrière. Alors ça c'est drôle, oui, tu peux revenir dans la salle d'avant. C'est-à-dire te dire, ah non, cette salle c'est trop la merde, je vais revenir dans la salle d'avant et puis prendre l'autre porte. Voilà. Ça c'est bien que ça soit faisable. Mais par contre, revenir en arrière ne veut pas dire que je vais revenir en arrière et mon copain il va ressusciter. Oui, voilà, non. Ah bah non. Non. La mort est définitive dans ce jeu. C'est-à-dire que... quand on est hors de combat, quand on n'a plus de points de vie, on va faire un petit jet sur la table des blessures. Savoir si on est mort ou si on va juste pas très bien. C'est un jet à 2d12 et je crois que c'est de 6 à 12, t'es mort. Donc c'est quand même pas... de 6 à 12, c'est quand même beaucoup sur 2d12. Oui, hein. Ouais. Non mais c'est marrant, t'imagines, t'as plus qu'un perso à moitié blessé, et il te reste peut-être, ça se trouve, c'est de l'autre côté de la porte. C'est peut-être la dernière porte pour avoir le secret. Oui. Ou non. C'est peut-être une montagne de gaz. C'est un gros tas de tissus drogués, voilà. Avec un monstre dedans. Parce que... Alors effectivement, là sur les premiers scénarios, ça va être des ennemis assez tranquillous au départ. Il y a des boss aussi, et puis il y a des trucs assez coton, il paraît. Je suis évidemment pas allé voir exprès parce que j'ai pas envie de me gâcher la surprise. Mais il y a des... Alors il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est que il y a des actions qui sont trop compliquées pour être réalisées par une seule personne. Par exemple, on va te dire, voilà, l'action, le nombre de réussites qu'il faut, c'est 12. Voilà, faut désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Voilà. Et ben pour ça, il va falloir envoyer plusieurs personnes, peut-être à tour de rôle, pour désamorcer la bombe, essayer de cumuler un maximum de réussite pour finir à arriver à couper le bon petit fil au bon moment. T'es obligé de gérer le timing de attends, ben là il va apparaître un truc, il y a un ennemi qui va sortir. C'est bien là, c'est avec le marqueur 24 heures au milieu. Alors Jack. Il existe un homme. Alors Pronasus. Eh bien, je pense que c'est les Américains. Quoi? Les quoi? Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas de cette dimension-là, vous. Merde. Eh bien, ce sont des Ataxoriens. Je le savais. C'était eux depuis le début. J'ai l'impression, alors effectivement, je peux pas dire encore la vitesse de jeu, parce que ça va dépendre probablement du nombre de figurines sur la table et puis de chaque scénario. Parce que, en fait, sur le premier scénario, on peut tout à fait tomber sur une salle où il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste des dangers environnementaux. Des pièges, des dangers, des problèmes. C'est ça. On peut tomber sur une salle qui est très ancienne, donc en fait, le danger, c'est vraiment juste que elle tombe en ruine et que vous risquez de passer à travers le plancher. Il y a des endroits où c'est juste que y a des vieux matériaux qui sont restés là et qui a de la radiation, donc faut passer sans se faire péter par la radiation.
tout n'est pas obligé d'être un ennemi qui marche, qui fait grou et puis qui vous tire dessus en fait. Non, bah non. Alors évidemment, j'ai pas parlé de l'IA, mais on peut en toucher 2 mots. Il y a une IA très simple qui ressemble beaucoup à celle de Rangers of the Deep par exemple. Oui. C'est-à-dire que si l'ennemi vous voit et qu'il a une arme de corps à corps, il va venir vous taper dessus. Voilà. S'il a une arme de tir, il va rester loin et vous tirer dessus. Et s'il vous voit pas, il va venir vers vous et essayer de vous voir. Alors, je précise Encore une fois, quand même que, effectivement, comme dans tous les jeux de ce type-là, il faut être assez bienveillant avec l'IA et jouer de manière logique. bah, là on revient aussi sur le roleplay qu'ils mettent en avant dans ce côté où c'est à vous de voir comment vous voulez, à quel point vous voulez que le jeu soit retors envers vous au niveau de cette IA. Si vous voulez un truc très mécanique et puis on avance et on se fait pas chier, effectivement jouez l'IA de manière très bête et méchante comme ça. Mais si vous voulez qu'il y ait un peu de challenge comme ça, c'est vrai qu'effectivement votre robot qui a une arme de tir, il peut passer son temps à essayer lui de vous fuir pour vous garder le maximum à distance et pouvoir vous aligner avec son arme de tir, Voilà. plutôt que de bêtement avancer vers vous pour mettre des tirs dans la tronche. Parce qu'il est pas con l'ennemi, il peut se dire aussi moi j'ai une grosse sulfateuse, au corps à corps elle marche pas, je vais essayer de rester le plus loin possible. Bah voilà, par Ou exemple. alors d'autres qui diraient je vais pas quitter l'objectif juste pour aller vers les gugus, je vais rester au niveau de l'objectif parce que je vais le garder. Oui, Parce que mon boulot. c'est le truc, c'est mon boulot moi de garder l'objectif, donc je vais rester là et puis vous foutre la merde le plus longtemps possible. Oui, bah c'est oui, non mais ça peut Et être ça va être à vous là en tant qu'RP de savoir qu'est-ce que vous avez envie de recevoir en termes d'histoire, si vous avez envie de recevoir une histoire qui va être plus ou moins dure et qui va raconter plus ou moins comme ça l'IA. Et c'est vrai que Exactement. là-dessus, l'IA est très peu développée pour que vous fassiez le choix. De toute façon, en fait, le souci des IA en jeu de figurines, c'est que si tu veux faire un truc qui couvre toutes les situations, C'est une IA très complexe avec 4-5 pages de c'est ça. allez, page 7, revenez, faites Et ceci. ça, voilà. c'est pas possible. Voilà. En fait, c'est insupportable. Donc, effectivement, c'est logique de se retrouver avec, de faire le choix en tout cas de quelque chose de plus général et peut-être aussi de plus succinct, quitte à dire aux joueurs, faites de la manière qui vous semble le plus logique. Mais effectivement, c'est pas les règles les plus compliquées du monde. Non. C'est un jeu où on va en terre inconnue. Ce qui va vraiment faire tout le sel du jeu, c'est l'ERP, la fabrication de l'équipe On et est en terre inconnue et en terre inconnue. inconnu. Voilà, Eh on est oui, dans les deux. deux. C'est ça. Et... Dans de l'espace. Et donc le troisième truc qui va être effectivement cette enfilade de pièces les unes derrière les autres, et est-ce qu'on arrivera au bout? Non. Moi je dis non. Je pense pas. Moi je dis non parce qu'on est tellement con qu'on va se foutre une IA de l'enfer en face. Genre... C'est ça. Alors, tu joues quoi comme équipe? Tu joues vraiment les gars de l'équipe ou tu joues l'IA toi? Moi je joue plus l'IA. Moi je joue le vaisseau. Moi je joue le vaisseau. Mais mais pourquoi tu me pètes la gueule? Tu pourrais pas faire un... Non. Vous êtes tous morts. Voilà. Ah, on a perdu, c'était On bien. a perdu. Cool. C'est qu'un petit moment dur à passer. Voilà. Petite présentation d'un jeu dont les parties vont arriver sur la chaîne comme on le fait bientôt, à chaque oui, fois. voilà, parce que ça me botte bien en fait, mine de rien. Le jeu, ça fait un moment que depuis que je l'ai vu, en fait, j'ai fait et T'as fait exactement comme ça. Oh et. Voilà. Et maintenant, ça s'est samplé. C'est ça, il l'a samplé. Bref. On va en faire un raccourci là. Voilà, on va en faire un raccourci. T'as fait exactement comme ça. Non. Bref. Voilà. On espère que on vous a mis l'eau à la bouche sur ce petit jeu qui est très prometteur. Oui. Et on testera et on vous dira si ça. Vous verrez en même temps quand on voilà, testera avec nous, comme ça vous êtes prévenus. C'est ça, mais voilà, ça m'a l'air d'être assez bac à sable en fait, pour que même si de base on est mi-figue, on arrive à en faire quelque chose de... C'est assez bac à sable, c'est pas le même style de bac à sable que Reality's Edge à côté de ça aussi. Reality's Edge c'est bac à sable, mais tout est couvert en fait dans le bac à sable. Là c'est bac à sable. Et c'est la façon de rentrer dans le bac à sable qui est couvert. Le reste du bac à sable, tu te démerdes. C'est ça. Là où dans Reality's Edge, tout est prévu dans le bac à sable. C'est selon où tu veux aller dans le bac à sable qu'on dira comment faire. Le bac à sable est en bordel. Oui. Alors par contre, c'est juste un gros tas de sable avec de la gaz, de la drogue et puis bon bref. Mais là c'est plus guidé déjà. Tu vois, le bac à sable te dit voilà ton seau, voilà ta pelle. Voilà c'est ça. Voilà ton seau, voilà ta pelle et voilà ton premier bac à sable. Oh super. Et il y a un requin des sables qui en sort. Ah oui d'accord, le premier bac à sable était un peu hardcore. Oui, mais un requin
de l'espace. T'as fait exactement ça. Et on